À toi qui souhaites te lancer dans l'aventure du tarot, apprendre à lire intuitivement les cartes, les arcanes, démystifier tout ça, j'ai quelques petites choses à te révéler avant que tu ne te précipites pour acheter le jeu que tu as vu passer sur internet et qui t'a tilté, ou encore te lancer dans une énième formation pour apprendre tous les symboles. Ce qui est important dans la lecture du tarot, c'est d'arriver à créer une connexion avec ton jeu. C'est pour ça qu'il est super important de connaître 2-3 petites choses avant d'obtempérer ton choix. J'aurais aimé qu'on me le dise moi à l'époque. Voilà, il n'y avait pas internet quand je me suis lancée dans le tarot, c'était à l'adolescence, donc il y a fort fort longtemps. Et voilà, j'aurais aimé connaître ces petites choses-là. Je pense que ça m'aurait enlevé un certain complexe que j'ai vécu avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est celui qu'on voit absolument partout, c'est la référence qui ressemble à ceci. Ici, on a un arcane majeur, le 21e, qui est la carte du monde. Ce qu'il faut savoir dans le tarot, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a 78 lames, grosso modo. Ça dépend des auteurs, il y en a qui aiment bien rajouter des arcanes, mais si tu veux, dans la structure classique, il y a 78 lames avec 22 arcanes majeurs qui correspondent au grand passage de l'existence et 56 arcanes mineurs qui vont se répartir en 4 familles, des familles élémentaires, l'air, le feu, la terre et l'eau. À savoir que les coupes correspondent à l'élément de l'eau, c'est-à-dire tout ce qui concerne les émotions. On a les bâtons qui correspondent à la famille du feu, ce qui va correspondre à l'énergie. On a les deniers ou les pentacles, c'est la même chose, qui vont correspondre à l'élément terre et tout ce qui concerne la matière, les finances. Et on a les épées, donc qui correspondent à l'élément air, tout ce qui concerne l'esprit, le mental. Et dans chaque famille, il va y avoir donc des arcanes de l'as jusqu'à 10, et ensuite on a valet, cavalier, dame, roi. On peut le voir comme une forme de graduation, un chemin. Voilà, qui va pouvoir s'interpréter grâce à la numérologie. Donc il faut quand même avoir une certaine connaissance pour pouvoir avoir cette lecture du tarot de Marseille. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment bloqué dans le sens où quand je tombais sur un arcane mineur, et voilà, débrouille-toi avec ça. Et pourtant, j'avais créé dans l'enfance une forme de récréation avec les chiffres, inventé une lecture toute personnelle, mais disons que face à ça, je me retrouvais complètement prise au dépourvu et l'illustration bloquait complètement ma lecture. Je suis venue carrément à couper mon jeu en deux et à ne m'intéresser qu'aux arcanes majeures. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai rencontré le tarot anglo-saxon de type Rider-Waite-Smith, qui conserve la même structure que le tarot de Marseille, à peu près par rapport à la justice et à la force, qui ne sont pas forcément à la même place, mais ça ne dérange que les puristes. Mais disons que sa particularité, c'est que les arcanes mineurs sont illustrés. Et ça change absolument tout. Enfin, en tout cas pour moi, ça m'a permis d'explorer le tarot dans son intégralité et vraiment de profiter de toute la richesse qu'il a à nous apporter. Donc, je vais quand même te montrer la différence. Ici, on va reprendre donc le 7 de coupe avec le tarot de Marseille et ici, la même carte, donc le même arcane avec le tarot anglo-saxon. Donc, tu vois qu'on retrouve les 7 coupes, seulement elles sont contextualisées, donc on peut s'attacher aux couleurs, à la lumière, au personnage et à ce qu'il est en train de faire pour pouvoir lire la carte. Donc, on n'a pas forcément besoin de s'attacher à l'interprétation de l'auteur dans le livret. La carte devient un terrain fertile où se libère notre imagination. Parce que l'imagination, c'est la clé de notre intuition, de notre médiumnité. Quand je parle de médiumnité, on s'entend, on est dans la lecture de l'invisible au sens très très large, c'est-à-dire tout ce qui nous habite, que ce soit en termes d'émotions, de blessures, d'héritage, de loyauté, etc. Tout à l'heure, on a vu le monde avec le tarot de Marseille, je te montre quand même l'exemple avec le tarot anglo-saxon, la différence, le match, voilà, le monde dans ces deux versions. Perso, j'ai une grande préférence pour le tarot anglo-saxon, je trouve qu'il offre une plus grande liberté d'interprétation. En tout cas, tout dépend de ce que tu veux faire avec le tarot. Et aussi de ta relation au monde. Si toi tu es beaucoup plus scolaire et que tu aimes apprendre avant de pratiquer,
le tarot de Marseille sera peut-être un meilleur outil pour toi. En revanche, si tu n'as pas peur de te lancer dans la pratique avant la théorisation, le tarot anglo-saxon est complètement adapté. Il a transformé ma relation au tarot, c'est-à-dire que j'étais vachement complexée au départ avec le tarot de Marseille, je me disais mon Dieu mais moi j'arrive pas à retenir tout ça, c'est hyper complexe, et puis je le trouvais un peu austère aussi, très à l'ancienne, et il avait un côté un peu vieux pape qui donne des coups de bâton. J'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport au choix du tarot. Aujourd'hui il y a énormément de propositions, quelque part tant mieux, comme ça il y en a pour tous les goûts. Seulement, on a tendance un petit peu à se perdre parmi tout ça, et c'est vrai que quand on regarde les tirages sur internet, on a tendance à se dire waouh, il me le faut absolument, il est magnifique ce jeu, waouh. Et puis voilà, on va se ruer sur le premier jeu qui va nous séduire, et puis quand on va le recevoir, on va se rendre compte que on n'arrive pas à créer le lien, et on va se dire le tarot c'est pas fait pour moi, c'est réservé à une élite, j'y comprends rien, voilà. En fait, je crois vraiment que ça tient du choix que l'on fait, et il est important de ne pas se diriger vers le jeu qui nous plaît, mais plutôt vers le jeu qui nous parle. Et celui qui nous parle, c'est pas forcément celui qui nous plaît. Pour citer un exemple concret, il y a le sublimissime Tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red, que j'ai vu passer sur internet. Je me suis dit, oh, il me le faut absolument. Donc je me le suis procuré, et là quand j'ai commencé à travailler avec, je me suis dit, waouh, en fait il n'est pas du tout intuitif. Bon, après ce n'est que mon avis, hein, voilà, mais ça peut fonctionner quand on connaît la symbolique de chaque arcane. Bon, moi j'aime travailler de façon intuitive quoi qu'il en soit, donc là vraiment l'illustration n'était absolument pas parlante, donc j'ai dû m'en séparer à regret. Mais pour moi un tarot qui est simplement magnifique et qui n'est pas intuitif, il n'a aucun intérêt. Tout dépend encore une fois de ce qu'on veut faire avec. En ce qui me concerne, c'était vraiment la recherche de créer un lien, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de l'interprétation et de pouvoir lire les cartes, de pouvoir me reposer sur les cartes. Parce que, à mon sens, c'est un support. C'est le support de notre imagination, et c'est là où on va faire éclore les choses qui nous habitent. Donc, si je m'en réfère uniquement à la symbolique, je risque de passer à côté de choses essentielles. Parce que les cartes doivent être le reflet, le miroir de ce que j'ai à l'intérieur. Même si c'est pour une lecture à autrui, disons qu'on devient l'outil qui reflète une énergie. Voilà, parce qu'on va ressentir les choses et on va les traduire. Mais on verra ça dans un prochain épisode. On approfondira quelle est la mécanique dans la lecture du tarot. En attendant, merci de m'avoir écouté. Vous savez ce qu'il faut faire pour encourager la chaîne. Je vous dis à bientôt.